Bonjour et bienvenue à tous dans votre quotidienne Smart Tech, le magazine qui explore le monde de l'innovation avec ses technologies, ses entreprises, mais aussi ses personnalités. Et le vendredi, vous le savez, c'est l'occasion de découvrir une de ces figures. Si je vous parle de la French Tech, j'imagine que tout le monde sait de quoi je parle, en tout cas au moins à peu près. En revanche, si je vous dis mission French Tech, là ça devient beaucoup plus obscur. Une administration publique nichée au milieu d'un campus de start-up, ça donne un peu plus le ton, mais c'est forcément un peu réducteur. Alors je vous propose de découvrir ce petit appareil étatique pas comme les autres qui est porté par une présidente, également au parcours très original. Il s'agit de Kat Borlogan, ce sera la grande interview dans quelques instants. Et puis avant, nous allons débriefer quelques-unes des actualités qui nous ont fait réagir cette semaine. Ce sera donc avec l'avocat spécialiste du numérique, maître Gérard Haas, et l'entrepreneur innovateur Yann Lechel. Et puis en fin d'émission, nous retrouvons notre rendez-vous dans l'espace. On va s'intéresser aujourd'hui au projet Moonlight, une connexion lunaire à Internet. Mais tout de suite, donc place au débrief. Alors à la une cette semaine, il y a eu cette image. C'était mercredi soir, pendant un peu plus de 3 minutes, 70 projecteurs de la Tour Eiffel étaient entièrement illuminés par un groupe électro-hydrogène, une fabrication 100% made in France et verte, la production d'énergie ne rejetant que de l'eau et de la chaleur, aucune émission de CO2 ni de particules fines, pas d'odeur, pratiquement pas de bruit, c'est ce que nous a expliqué EODev. Et vous savez, comme l'hydrogène vert est un sujet que l'on suit dans Smart Tech. Bon, mais il y a eu aussi d'autres sujets sur lesquels on a eu envie de réagir. Aujourd'hui, cet appel à la mise en place d'un nouveau bouclier européen contre les transferts de données en dehors de nos frontières. Il y a eu aussi la naissance de Bleu, toute récente, annoncée par Capgemini et Orange en partenariat avec Microsoft. Et puis la suite de l'enquête de Cash Investigation autour des données de santé collectées par IQVIA, ou encore, on va prendre des nouvelles d'Amazon et de Google. Mes commentateurs du jour, je vous l'ai dit, c'est un avocat spécialiste du numérique, maître Gérard Haas, qui est aussi le cofondateur de l'association Les Juristes Notes, et puis Yann Lechel, directeur général de Scaleway. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On va commencer ensemble, maître Haas. Alors le Syntec numérique, Tech in France, l'Alliance française des industries du numérique, ils ont ensemble co-signé une lettre ouverte pour la mise en place d'un nouveau Privacy Shield, donc un bouclier européen. Déjà, quelle est votre réaction? Est-ce qu'aujourd'hui, c'était nécessaire d'appeler un nouveau Privacy Shield? Alors, c'est absolument nécessaire parce que l'invalidation du premier Privacy Shield rend en fait, si vous voulez, la solution extraordinaire pour les citoyens, puisque finalement, on manifeste cette volonté de protection des données à caractère personnel, mais c'est incontrôlable pour les entreprises. Le transfert de données est indispensable. On est dans un monde de plus en plus digitalisé et dans un monde qui est de plus en plus, si vous voulez, aujourd'hui mondialisé. Donc, comment on fait? Il faut pouvoir échanger, notamment avec les États-Unis. Et là, il y a des problèmes aujourd'hui, la sécurité contre le renseignement. Enfin, c'est un vrai enjeu et il n'y a pas de solution. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que le problème, c'est que c'est pas le premier bouclier qu'on essaye de mettre en place, et à chaque fois, on s'aperçoit que finalement, c'est inefficace. Donc, est-ce qu'on en a besoin? Les Américains ne veulent pas rentrer dans le jeu. Mais donc, est-ce qu'on peut faire quelque chose, Yann Lechel? Alors, on est obligé de faire quelque chose parce qu'on est dans un flou et une double négation. Donc, les entreprises ne peuvent pas travailler dans ces conditions. Je pense que ça continue à avancer. Vous continuez à travailler avec... Alors, nous sommes fournisseurs, donc nous faisons partie des solutions. Oui, vous faites partie des solutions. Les grands acteurs, notamment les acteurs américains, ont des enjeux et ont aussi une législation qui les oblige à être sous le couvert du Cloud Act. Et donc, l'articulation du Cloud Act et de l'Europe qui s'affirme nécessite ce bras de fer et une résolution à terme. Mais ça veut dire que juridiquement, on n'a pas d'arme aujourd'hui pour se protéger? Alors si, on a une arme. La CNIL propose en fait un canevas, et les autorités de régulation européennes proposent un canevas avec des clauses contractuelles type qui permettent en fait de gérer la situation. Mais derrière ça, il faut mettre en place des systèmes de sécurité qui sont renforcés avec du chiffrement. Donc c'est très compliqué et beaucoup d'entreprises sont
obligés de faire des transferts. Donc il y a une responsabilité et est en train d'émerger aujourd'hui l'importateur de données et l'exportateur de données. Il y a un véritable enjeu. Il était nécessaire à un moment donné que des associations se positionnent pour dire il faut avancer et j'espère qu'une solution sera trouvée. Et en attendant, donc on est dans un flou, c'est ça? On continue d'avancer sans On est dans un flou savoir. parce que les entreprises risquent beaucoup, car elles sont à cheval entre les deux interdits. Et vous voyez, vous, une issue? Est-ce qu'il y a moyen de se protéger c'est surtout le Cloud Act aujourd'hui qui pose problème? Le Cloud Act pose problème, mais aussi la souveraineté numérique européenne pose problème. Et donc, il y a un gel sur les transferts. Et à un moment donné, il faudra trouver une solution parce qu'on ne peut plus avancer. Et on ne peut pas non plus rentrer dans une voie de sanctions permanente. Donc, il y a de gros risques aujourd'hui. C'est un problème. Alors, le Cloud Act, c'était sous Donald Trump aussi. Est-ce que ça peut changer avec le changement d'administration américaine? Quand l'hégémon a besoin d'informations, il légifère. Ouais. Donc le Cloud Act peut exister sous toutes ses formes, et on en reparlera peut-être plus tard, mais le sujet qui concerne une exploitation d'un cloud sous licence a les mêmes problèmes, in fine. On en reparlera. Vous vouliez rajouter un mot sur ce sujet? Oui, je dis que le Cloud Out, et puis ça a été une réponse au RGPD aussi qui a été proposé par les États-Unis. Et puis il y a toute une série aussi toutes les règles en matière de renseignement. La collecte de données pour les Américains, c'est du renseignement, mais c'est pas que pour les Américains, c'est aussi pour les Chinois. Donc il faut le voir là-dessus. Et derrière ça, derrière le transfert de données, il y a aussi la possibilité de monter de l'intelligence artificielle, de faire des développements autour de ça. Donc c'est un enjeu qui est important. Nous avons, comme toujours, n'étant pas leader, simplement la possibilité de réguler, de mettre en place de l'éthique. Bon, et c'est vrai qu'avancer dans le brouillard, c'est pas forcément l'idéal pour une entreprise. Alors, on va enchaîner avec, justement, on continue sur le sujet de la souveraineté avec l'annonce c'était hier ou avant-hier? Avant-hier, je ne sais plus, de la création de la société bleue par Capgemini et Orange en partenariat Microsoft. Donc l'idée, c'est de fournir un cloud de confiance souverain pour la France. Et les clients visés, pour être tout à fait clair, c'est administration publique, opérateurs d'infrastructures critiques. Bon, alors je sais que Yann Lechel, vous êtes partie prenante dans cette affaire puisque vous êtes vous-même un fournisseur de cloud avec Scaleway, mais ça m'intéresse justement d'avoir votre réaction à l'annonce qui a été faite par Orange et Capgemini. Alors je vais essayer d'être le plus modéré dans mes propos, même si je suis parfaitement choqué de la séquence. Qu'est-ce qui vous choque? C'est le timing? C'est le timing, c'est la séquence. La création de Bleu entre trois acteurs qui se ressemblent ne me choque pas. Ce sont des acteurs qui travaillent déjà ensemble depuis longtemps, de toute manière. Ce qui me choque, c'est plutôt la séquence de la doctrine du gouvernement qui annonce et force un petit peu les administrations à se moderniser. Et ça, c'est très bien pour les Français, pour les citoyens, parce qu'il y aura plus de services et la vélocité de cette offre sera bien meilleure. Donc ça, c'est une doctrine qui est bonne dans le fond. Mais l'annonce du gouvernement oriente la notion même de confiance vers ces mêmes grands acteurs, là où toute la valeur est captée. C'est ça qui est surprenant, c'est qu'en fait, le 17 mai, on entend la stratégie cloud souveraine, on va labelliser des entreprises cloud pour vraiment assurer notre souveraineté numérique et donc mettre en avant plutôt des acteurs français, européens. Et puis là, on découvre, on est à peine 10 jours après, qu'il y a déjà quelque chose qui est formalisé entre eux. Voilà. Des acteurs français et américains. Alors, est-ce que c'est déjà formalisé? C'est ce que le texte semble dire. Or, le Secnum Cloud s'obtient au bout d'un certain nombre de passages de vérité gérés par l'ANSSI. Donc, j'aimerais savoir si l'ANSSI a déjà octroyé en avance de phase, alors que c'est très difficile à obtenir. Alors, ça dit, j'ai vérifié parce que moi aussi, ça m'intriguait. Et à la fin du communiqué d'Orange, il est précisé que, justement, c'est une annonce de création, mais qu'ils sont en attente des certifications. Bon. Et ça prendra 18 mois. Donc, on pose la question de savoir si cette solution miracle répond à tous les besoins, alors que la doctrine exige que les choses avancent dès aujourd'hui, avec une échéance à 12 mois. Donc, pourquoi ne pas mettre en avant les acteurs qui, aujourd'hui, sont souverains à 100%? Est-ce qu'on se pose la question aux États-Unis de savoir si Microsoft est souverain aux États-Unis? Non.
Alors, l'intervention de Microsoft dans cette affaire, elle interroge évidemment. Mais si on regarde de près, finalement, bon, ils vont fournir la suite Office 365. C'est à peu près incontournable en termes de logiciels C'est d'entreprise. un des acteurs dominants, encore une fois, mais le plus En tout cas, c'est pas dangereux. choquant. Ça, c'est pas choquant, mais c'est la combinaison avec Azure, évidemment. C'est ça. Et Azure, c'est la captation de la valeur maximale côté cloud, et la question de la licence doit être entière. Moi, j'ai beaucoup de questions. Est-ce que cette licence va être auditée par l'ANSSI? Est-ce que l'ANSSI aura accès au code source de Microsoft? Est-ce que Orange aura ce code source? Parce que Bruno Le Maire mentionne le transfert de technologie comme à l'époque du nucléaire. Ça veut donc dire, si on prend l'analogie à la lettre, que Microsoft donne les plans du cloud à Capgemini et à Orange pour un transfert effectif en local. Or, ce transfert technologique, il n'y a pas besoin de le faire puisque Scaleway est un acteur qui a déjà développé à coût de 200 personnes pendant 7 ans. Alors, on nous dit que tout sera isolé, ce sera en France, les data centers sont français, il y aura une étanchéité absolue avec les États-Unis. Maître Haas, vous avez une réaction là-dessus? Alors, la démarche pour un cloud souverain, j'allais dire, elle est nécessaire. Il y a un enjeu qui est colossal, c'est l'enjeu du 21e siècle. Mais derrière ça, il y a une question qui est posée, le fait de ces 3 partenaires. Il y en a un qui n'est pas européen, et donc la question telle que il faudrait la poser comme le posent les Allemands. Les Allemands ne parlent pas de souveraineté numérique, ils parlent d'indépendance stratégique, ils parlent d'indépendance numérique. Et là, en fait, il y a là quand même... aussi, il y a le mot indépendant qui est prononcé. Et voilà, mais sauf que, est-ce que en faisant un partenariat avec Microsoft, on est indépendant numériquement? Et c'est ça, en fait, si vous voulez, la question qu'il faut se poser, alors qu'il existe quand même des partenaires européens qui sont dignes de confiance et là aussi on a, si vous voulez, bloqué le système puisqu'il y a un label, le label de cloud de confiance. Donc si vous voulez, c'est une promesse qui est faite. Est-ce qu'elle est réelle? Et donc ça, c'est un vrai débat. Mais c'est toujours avec la même question. Est-ce que la souveraineté, c'est du protectionnisme ou est-ce que c'est justement embrasser les meilleurs technos pour nous-mêmes, essayer de les contrôler, les valider? Mais les meilleurs comment? En matière d'impôts ou en matière d'écologie, il y a meilleur et meilleur. Hein. Bonne question, Yann Lechel. Alors, on enchaîne avec... on reste un peu dans le même sujet, parce que IQVIA a été mise en lumière à l'occasion de l'enquête de Cache Investigation. Donc, c'est un collecteur, on va dire, de données de santé qui travaille avec les pharmacies. À la suite de ce reportage, la CNIL s'est à nouveau repenchée sur le cas d'IQVIA. Je voulais avoir votre sentiment, Maître Haas. Est-ce que vous, dans ce contexte où on est justement en train de célébrer les 3 ans du RGPD, est-ce que vous avez été surpris, choqué par les pratiques qui ont été mises en lumière lors de cette investigation? Alors, d'abord, je n'ai pas été choqué. Ça a été mis en lumière sur quelque chose qui existait et qui avait reçu une autorisation. Ce qui a été intéressant dans ce reportage et qui vraiment, c'était le problème de l'anonymisation. C'est-à-dire que ce qui est mis en avant par l'anonymisation n'est que de la pseudonymisation. Et ensuite, on dit ce que dit la société IQVIA, c'est-à-dire il n'y a que 2 données qui sont mises en place, mais il est démontré qu'on peut parfaitement, même avec 2 données, arriver à retrouver et réidentifier une personne. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'était la question du consentement, c'est-à-dire que, et notamment de l'information, puisque les patients ne sont pas au courant de ce qui se passe et que finalement, là, dans ce reportage, on a pu voir le président de la Fédération des pharmaciens qui disait c'est un peu gênant. Mais non, c'est beaucoup plus grave que ça, c'est-à-dire qu'on ne met pas en application dans les officines, si vous voulez, les consignes du RGPD qu'il faut respecter et qui préviennent que les données sont collectées et que l'on a un droit d'opposition. Puisque finalement, derrière ça, au-delà du consentement, puisque c'était à des fins de recherche, c'est que comment on peut manifester son opposition. Alors, ce qui est très bien, c'est qu'il y a eu de suite une réaction, à la fois de la société et également des officines. Ce qui est bien, c'est d'avoir lancé le pavé dans la mare et de voir les réactions qui ont été posées. On pourrait voir que plus loin, ça avait déjà commencé quand on a eu le phénomène du Covid où, bizarrement, le ministère de la Santé était parti pour confier l'hébergement de santé à Azure de nouveau. Donc, on voit que le problème, vous voyez, il est global.
Et donc là, je pense qu'il va y avoir derrière ça des réactions qui vont se faire. Et la pharmacie, les patients doivent être informés et on doit mettre en place ça des montre outils quand même les d'opposition. failles de ce RGPD. Hein. Alors moi, je pense que On le présente comme notre arme fatale aujourd'hui pour protéger les données personnelles. Oui, ça patine. Ça patine parce que finalement, les principes sont vraiment, j'allais dire, magnifiques. On est dans de l'éthique, on met en avant, si vous voulez, de grandes valeurs. Mais en réalité, c'est très compliqué, c'est très complexe. On n'a pas trouvé encore l'outil véritablement efficace. C'est les petits qui n'y arrivent pas. Là, on le voit finalement dans la chaîne, c'est la pharmacie qui va être, si vous voulez, j'allais dire, le dindon de la farce, puisqu'on va lui reprocher de ne pas avoir donné... Est-ce que c'est la pharmacie qui serait responsable s'il y avait un recours ? C'est-à-dire, auprès de qui vous pouvez faire votre demande d'opposition. C'est à la pharmacie. Et c'est déjà ce qui est en train de se passer. On dit, mais finalement, c'était aux pharmaciens de mettre en place. On leur a mis des affichettes et des QR-barres, mais chacun doit faire ce qu'il veut. Oui, à la fin, ce seront les pharmacies. Oui, donc c'est un règlement qui est très très lourd pour les petites structures, pas forcément efficace pour lutter contre les grandes collectes et les reventes ou ces abus. C'est vrai que c'est un anniversaire pas forcément facile à célébrer. Hein. Et on en revient à la question de confiance. On ne décrète pas la confiance. C'est un sujet qui est extrêmement complexe et j'ai beaucoup de sympathie pour les développeurs qui doivent faire avancer le dossier, mais qui dépendent de couches logicielles empilées qui créent des failles. Donc c'est plutôt la conscience du collectif qui va faire avancer le sujet. Donc c'est l'occasion. Bon, je veux dire quand même un truc positif sur le RGPD, ça a une vertu, c'est de sensibiliser sur la cybersécurité. Absolument. On va terminer avec... allez, on va reparler un petit peu des GAFAM, parce que sinon, c'est pas drôle. Donc, Amazon, qui a racheté les studios MGM, Metro-Goldwyn-Mayer. Alors, Amazon, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, Yann Lechel ? Ça vous étonne ? Non, ça vous étonne pas. Pas du tout. Ils ont fait leurs petites emplettes de la semaine, 10 milliards ou 8 milliards. Ouais, quand même. Alors, MGM, il faut tout de même le rappeler, même si on est un peu nostalgique de l'icône, c'est un groupe qui va plutôt mal depuis quelques décennies, donc il a changé de main, etc. Donc ça fait partie du business, mais on constate encore une fois que ces GAFAM, qui sont des dominants de la tech, ont cette capacité de fusion-acquisition. Et donc, il y a une concentration qui a lieu aujourd'hui. Et là, on ne parle pas d'Amazon e-commerce, on ne parle pas d'Amazon AWS, qui est dans mon sujet. On parle de Prime Video. Voilà, de vidéo. Donc, en concurrence avec Netflix et en concurrence avec la télévision d'aujourd'hui et les producteurs. En France, on a une exception culturelle justement qui protège. On a du protectionnisme en France. C'est peut-être la seule chose qu'on protège bien. Le 7e art. Donc, in fine, on en revient au numérique. Si le numérique est capable de disrupter à ce point une institution qui est protégée en France, est-ce qu'on ne devrait pas protéger le numérique ? On revient à la question de bleu. Je vois, la boucle est bouclée. Maître, c'est une réaction sur Amazon MGM ? Oui, c'est très intéressant parce que c'est aussi la valeur de la donnée. La donnée vidéo a une valeur qui est colossale. Un catalogue de films est important. On va pouvoir l'utiliser dans du streaming, puisque c'est aussi la bataille du streaming. C'est Netflix et Disney+. On le voit bien. La valorisation a été exceptionnelle, puisque d'une entreprise qui était moribonde, on arrive à lui donner 8 milliards de dollars. Et surtout, il y a toutes les séries qu'on pourra faire, tous les produits dérivés qui sont derrière ça. Donc on voit, il y a une véritable bataille. Et en même temps, c'est un marché mondial. On se rend compte aujourd'hui que les chaînes de télévision ont ce problème de, vous savez, de la chronologie des médias. Là, il n'y a plus de problème de chronologie puisqu'on tient le catalogue et on en fait ce qu'on veut. C'est vrai que le plus compliqué aujourd'hui, c'est les droits. Il n'y a pas plus simple que de racheter finalement ceux qui les détiennent. Merci beaucoup à tous les deux pour vos commentaires. On n'a pas eu le temps de parler aussi de Google qui va ouvrir son premier magasin. On voit le retour, l'importance du physique pour montrer un peu ce qu'on fait, présenter ses produits. Merci beaucoup, Maître Haas, donc avocat, cofondateur de l'association Les Juristes Notes, et Yann Lechel, directeur général de Scaleway, pour vos commentaires. Juste après la pause, donc c'est l'heure de la grande interview French Tech. C'est l'heure donc de la grande interview French Tech avec Kat Borlegan, mon invitée spéciale de ce vendredi. Bonjour Kat, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc je rappelle que vous êtes la présidente de la mission French Tech. Alors
J'essayais d'expliquer en introduction un appareil de l'État, une administration qui dépend du ministère de l'économie et des finances, installé donc dans le méga campus de start-up en France qui s'appelle Station F. Déjà, c'est pas banal. J'aimerais bien que vous nous décriviez, vous, cette mission French Tech, parce qu'on a parfois du mal à bien l'identifier. Oui, bien sûr, je comprends. Tout le monde connaît le coq rouge, mais ils ne savent pas trop ce qui se Que passe vous dans les portez, coulisses. d'ailleurs. Oui, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu l'uniforme, mais du coup, c'est très simple. La French Tech, c'est le mouvement des startups français soutenu par l'État. On a un objectif qui est plutôt simple, puisque c'est le président lui-même en fait qui l'a posé. C'est 25 licornes d'ici 2025. Donc, Alors ça, c'est l'objectif qu'on vous a fixé au départ quand vous avez été nommé en 2018 par Mounir Majoubi. Absolument. D'accord. Voilà. Donc vous deviez, en 3 ans, arriver à 25 licornes? Non, c'était pour 2025. Ah bon, par contre, il fallait bien enclencher. Super ambitieux. Hein. Surtout parce qu'en 2017, juste pour que vous voyez, en 2017, il n'y en avait que 3. Oui. Donc aujourd'hui, il y en a 14. Quand vous êtes arrivé, il y avait 3 licornes. Oui. Aujourd'hui, on en est à combien? On en a 14. Okay. Avec en plus une levée particulièrement impressionnante qui était annoncée juste cette semaine par une de nos startups qui s'appelle Content Square, qui a levé cette fois-ci 500 millions quand même, avec une valuation de 2,8 milliards. Donc c'est le plus grand levé. Et qu'on va recevoir d'ailleurs dans Smart Tech lundi matin. Bon. Pour en parler. Mais c'est quand même important pour moi de dire, parce que j'avais commencé par dire que l'objectif c'est le 25 licornes, mais pas à n'importe quel prix. Surtout pas au prix de la diversité, de l'inclusion, de la cohésion territoriale et de l'environnement. Et en réalité, c'est ça le challenge. C'est de faire en sorte qu'on puisse vraiment mettre en marche l'écosystème tech français sans vouloir non plus dire qu'on a envie de devenir la Silicon Valley de l'Europe. Et est-ce que justement la réussite de notre French Tech, ça passe par le nombre de licornes? Je pense que c'est qu'une étape. On n'est pas non plus. Je pense que on aime bien les chiffres comme ça parce que ça donne un objectif qui est assez clair. Donc c'est une valorisation qui dépasse le milliard. Oui. C'est ce que c'est une licorne. Mais en fait, ce qu'on veut, c'est pas que des licornes. On est gâtés. C'est ça, c'est ma question. Je peux me permettre ce genre d'expression. Non, mais on ne veut pas que des licornes. Quel est le véritable objectif? Aujourd'hui, si vous regardez le paysage numérique, vous voyez surtout des géants américains et chinois. Ouais. Et c'est vrai que pendant très longtemps, on a une approche plutôt défensive qui est incarnée en fait par tout le volet réglementaire, tout le travail qu'on fait sur l'antitrust, sur tout ce qui est protection des données, ce genre de choses-là. Mais la French Tech, en fait, incarne l'équipe offensive. Nous, notre objectif, c'est de s'assurer que dans l'avenir, et préférablement l'avenir très proche, les géants soient aussi français. Et c'est pour ça que c'est important. C'est pas juste une question de on veut avoir 25 licornes comme de peluches comme ça dans un coin. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que si on arrive à avoir ces licornes-là, au-delà, ça veut dire que le futurs emplois qui comptent vraiment restent. Ils sont créés en France. Et par emploi, je parle pas juste. Je parle de l'opportunité que nos enfants pourraient avoir, pas juste à utiliser la tech, mais à le façonner. Et c'est ça le genre d'emploi en fait, dont on parle. Et puis il y a le deuxième, qui est quand même la souveraineté. Comme je disais, il faut que la France ait son mot à dire autour de la table. Alors, on a vu que ça s'accélérait, effectivement, le nombre de licornes. Là, c'est un rythme presque effréné qu'on attend en ce moment. Comment vous l'expliquez? Je pense qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est que la French Tech est très jeune. On a tendance à comparer très facilement en fait, l'écosystème tech français à la Silicon Valley, à Londres et tout. Mais en fait, la réalité, c'est que... le label, le nom French Tech, ça date de quand? 2013? Oui, 2013. C'était annoncé par Fleur Pellerin à l'époque. Donc, déjà, c'était assez jeune. Donc, ça veut dire que là, on commence à rentrer vraiment dans la phase hyper-croissance. Le deuxième, je crois, c'est aussi le talent. Les licornes français, on en avait beaucoup avant. C'est juste qu'ils n'étaient pas en France. Pendant très longtemps, il y a eu un exode d'entrepreneurs très talentueux. Donc, si vous regardez, j'avais vu tout à l'heure que vous parlez par exemple de Snowflake, mais il y a aussi des entreprises comme Datadog, comme Eventbrite, qui ont des fondateurs plutôt français. Mais aujourd'hui, quelque chose qui est très chouette, c'est que ces entrepreneurs talentueux choisissent la France. Et puis, bien sûr, je crois que
pendant très longtemps, on a aussi traité un peu l'État comme, je sais pas, comme une sorte de bande de bureaucrates qui ne comprennent rien à la technologie. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'on commence à comprendre que voilà, nous, on est un véritable partenaire de croissance pour ces entreprises-là. Parce que justement, alors votre équipe, vous êtes des fonctionnaires? Oh oui, il y en a quelques-uns, il y a quand même pas mal de diversité. Il y a quelques fonctionnaires contractuels. Fonctionnaires nouvelle génération, installés station oui, F. Et pas que, hein, il y a quand même une partie de l'équipe qui est à Bercy. Donc c'est assez, je dirais, multiculturel dans un certain sens. Quand on a par exemple des gens de son équipe qui sont des anciens de Google et des énarques qui ont des styles de travail différents, des approches différentes, mais je pense qu'il faut vraiment un peu de tout pour pouvoir C'est combien de personnes la mission French Tech? Donc formellement, on est beaucoup plus petit que les gens pensent. Formellement, on est 14. Quand je dis formellement, je veux dire c'est l'administration qui s'appelle la mission French Tech. Après, il y a également toutes les capitales. Donc, c'est la French Tech en région qui ont entre 2 et 9 employés, alors qu'il y en a 13 en France. Et puis, il y a les 55 correspondants French Tech. Il y en a de plus en plus tous les jours, c'est peut-être plus tout à fait 55. En région? Non, pour le coup, ils viennent plutôt des ministères, des agences gouvernementales. Donc, par exemple, on a un correspondant French Tech de l'URSSAF qui travaillent avec nous, par exemple la Station F, de la Banque de France, de l'INPI, mais également les ministères de l'Éducation, de l'Intérieur. Et leur rôle? Et leur rôle, c'est le même, en fait. On a tous les mêmes objectifs, mais les tactiques ne sont pas pareilles. Parce que, par exemple, pour arriver à justement ces 25 licornes, il faut plusieurs choses. Par exemple, il faut le force de frappe du réseau diplomatique et du réseau des services économiques à l'étranger. Donc, c'est pour ça que c'est normal qu'on a le ministère des Affaires étrangères avec nous. Et le sujet de formation, elle est absolument crucial, notamment la formation continue et l'intégration, par exemple, des chômeurs au sein de la French Tech. Et pour ça, on travaille très étroitement avec le ministère du Travail. Il y a le sujet des startups qui sortent de la recherche. Et du coup, naturellement, on travaille avec le ministère de la Recherche. Donc, c'est vraiment, franchement, c'est un bel travail d'équipe. Ça a beaucoup changé, la mission French Tech, depuis 2013? Oui. Qu'est-ce qui a changé? L'objectif, pour commencer, je pense que c'est ça qui a fait que tout a changé, parce que quand la mission French Tech, la French Tech a été créée en 2013, c'était pas le même monde, quoi. Donc, l'objectif à l'époque, c'était déjà d'arrêter tout le startup bashing, le French Tech bashing, le French bashing, même plus court, qui existait beaucoup chez les Français et beaucoup à l'étranger. Et le deuxième, c'était que le sujet des startups était encore assez inconnu et ésotérique. Donc, en fait, eux, ils avaient vraiment, je dirais, une mission d'acculturation et une mission aussi de fédérer tout l'écosystème derrière une bannière dont ils pourraient être fiers. Donc, c'est pour ça que si vous voyez, par exemple, les actions de la première mission French Tech, il y en a beaucoup qui sont orientées vers l'animation de la communauté. Alors que nous, quand on est arrivé en 2018, voilà, le monde a changé. Et là, on m'avait dit, Kat, c'est très bien la French Tech, mais maintenant, il faut que vous montrez que vous servez à quelque chose. Il faut que maintenant, en fait, on arrête de parler juste de ces startups avec des hoodies à Station F en train de jouer baby-foot. C'est pas ça, les startups. Il faut qu'ils participent réellement, en fait, à l'économie française. Et du coup, le sujet de passage à l'échelle devienne absolument important. Donc, en fait, vu que cet objectif a changé, tout a changé avec. Donc, naturellement, par exemple, les correspondants dont je vous parle, ça fait qu'1 an et demi qu'ils font partie de l'équipe. Et c'est normal parce que maintenant, il y a le volet, je dirais, étatique de l'émission. Les capitales aussi. En fait, pendant très longtemps, ils travaillaient surtout par rapport à l'animation de leur communauté locale. Et aujourd'hui, ils déploient des programmes de la French Tech, que ce soit pour la diversité socio-économique ou par exemple, pour approcher des services publics et des entrepreneurs. Donc, en fait, aujourd'hui, je pense que c'est comme si on a nous-mêmes, en fait, fait notre levée. Et on avance en fait de manière beaucoup plus rapide. Alors, question quand même sur cette French Tech. Derrière ces startups françaises, les investisseurs, ils sont encore beaucoup étrangers quand même, beaucoup américains. Enfin, c'est intéressant que vous dites ça parce que, vous savez, le taux de dépendance de la France vis-à-vis de l'investissement étranger, il est autour de 20%. D'accord. Alors que, pour vous donner une idée de ce que ça représente, en Allemagne, c'est 70%. Okay. Donc, voilà. Donc,
après, est-ce que c'est vous forcément avez une plutôt bonne chose, une l'impression mauvaise chose? de l'inverse, c'est-à-dire on n'est pas suffisamment attractif alors? Non, enfin, on l'est de plus en plus. D'ailleurs, il y a énormément de concurrence en ce moment chez les investisseurs, et tant mieux. Non, pas du tout. On l'est de plus en plus, mais c'est relativement récent. D'accord. Aujourd'hui, je crois qu'il y a la majorité des startups qui lèvent au-delà de leur série B, donc vraiment au-delà d'une certaine étape de croissance, qui ont au moins un investisseur américain. Après, les questions, c'est pas tant d'avoir des Américains. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. La question, c'est est-ce que c'est un problème vis-à-vis de l'indépendance de la France ou de la souveraineté, ou est-ce qu'au contraire, ça montre qu'on est attractif? Oui, bien sûr, l'attractivité est assez importante. Enfin, nous, on a quelques règles. Il y a quelques règles de jeu. Pour nous, c'est tapis rouge pour des investisseurs étrangers. On est bien sûr content qu'ils soutiennent le croissance, le développement de nos startups, notamment à l'étranger. Par contre, j'avoue, nous, on fait très attention pour s'assurer qu'ils ne font pas bouger le siège social, par exemple, de nos entreprises. Ils gardent les emplois en France. Mais ça, c'est plus une question de relation de confiance. Et c'est pour ça qu'avec Cédric O, on fait tous les ans, d'ailleurs, avec le président, quelque chose qui s'appelle le Scale-Up Tour, où on fait venir, en effet, les meilleurs investisseurs étrangers en France. Pas uniquement pour rencontrer des startups françaises, mais déjà pour rencontrer des VC français, des investisseurs français, pour qu'on commence en fait à avoir ce genre de relation de co-investissement. Alors, je disais aussi en introduction que votre parcours était atypique, original. Vous êtes né aux Philippines, arrivé en France à 20 ans. Vous représentez depuis 3 ans la France, en interne, mais aussi à l'étranger. Et pourtant, vous m'aviez confié que vous êtes encore en cours là, sur vos papiers d'identité. Vous n'avez toujours pas obtenu la nationalité française. J'ai passé mon entretien de naturalisation l'autre jour. Je pense que la préfecture est bien passé, contente, donc a priori, ça devrait bien se passer. Oui, mais c'était assez intéressant. Ça m'appelle une conversation que j'ai eue avec Mounir Majoubi, justement, quand il m'avait nommée, parce que je lui avais dit, Mounir, tu sais que je ne suis pas française. Est-ce que ça pose problème dans le cadre de ce poste? Et en fait, il m'avait dit, écoute, Kat, en fait, le French dans French Tech ne veut pas dire nationalité. En fait, c'est un projet commun porté par la France, mais c'est un projet où, en fait, tout le monde est bienvenu. Et je pense que, justement, le fait d'avoir quelqu'un qui a un profil plus tentateur, ça fait 15 d'années que je vis en France, tout ça, envoie justement ce message que la French Tech est en train de changer, on est en train de s'ouvrir. Et que la French Tech donc, a une préoccupation qui est la diversité. Je sais que c'est un sujet que vous portez personnellement. Absolument. On va arriver là à peu près au terme déjà de notre entretien. Il se termine par une interview express. Je vous pose des questions très courtes, un peu plus personnelles. Vous répondez spontanément. Je suis prête. Je vous lance donc sur un mot. C'est assez court. On va commencer par vos rêves, Kat. Ah, mes rêves. Moi, je rêve, je suis encore sur la French Tech, mais c'est vrai, mais moi, je rêve, on parle du modèle français où on arrive à avoir l'hypercroissance et l'hyperconscience. C'est quelque chose qu'on pousse aujourd'hui. Moi, mon rêve, c'est que ça devienne la norme. C'est que on arrête en fait de faire en sorte que le sujet d'impact soit un petit sujet RSE dont on aime bien en parler dans un coin comme ça, mais que ça devienne vraiment la norme de la French Tech. Désormais, il est impossible d'envisager de devenir un champion tech sans se préoccuper de la diversité, de l'inclusion, de l'environnement. Et vos peurs? Mes peurs, je pense encore sur la French Tech, non, je pense que... une interrogation peut-être Non, mais c'est vrai. Je pense quelque chose qui me fait très peur, qui nous fait très peur d'ailleurs, c'est une grande priorité de Cédric O, c'est que la French Tech incarne une sorte de société à 2 vitesses. On ne veut pas avoir d'un côté, la French Tech issue tout en bande, la même bande, issue des mêmes écoles, tous des hommes qui s'entraident entre eux, et puis tout un tas de personnes qui sont à côté, qui sont plutôt, je sais pas, des livreurs de Deliveroo ou les chauffeurs d'Uber. La raison pour laquelle ça me fait peur, c'est que pour moi, c'est pas juste la fin de la French Tech, c'est aussi la fin de tout ce projet qu'on est en train d'essayer d'avancer pour la France. Donc, en tout cas, on travaille très fort pour s'assurer que la French Tech s'ouvre de plus en plus, pas juste à l'international, mais aussi à des populations qui sont le plus éloignées de la tech. Là-dessus. Je vais vous poser la question, vous n'allez pas me répondre, j'en suis sûre, mais Kat, c'est la fin de votre mandat puisqu'on arrive aux 3 ans.
de votre mission. Vous vous projetez où après le mois de mai? Bon, après le fin de mon mandat, c'est pas encore complètement posé. Il reste encore pas mal de choses à faire, mais au-delà des questions peut-être plutôt personnelles, moi, il y a une chose dont je suis persuadée, c'est que peu importe le niveau de réussite qu'on arrive à avoir en France, si on n'a pas l'Europe avec nous, ce ne serait pas assez. Vous mettez ensemble toutes les Next 40, toutes nos 40 meilleures boîtes, et leur valorisation est inférieure, collectivement, est inférieure à celle de Stripe, par exemple, juste pour vous donner une idée. Donc, que ce soit le next step pour moi, ou pour moi et mon combat pour la French Tech ou pour la French Tech, je pense qu'on se tourne vers l'Europe. Merci beaucoup, Kate Borlogon, d'avoir joué le jeu de cette grande interview, de l'interview express. On reste ensemble d'ailleurs parce qu'on va avoir notre rendez-vous dans l'espace tout de suite à suivre. Kate Borlogan, la présidente de la mission French Tech, est restée avec nous pour le rendez-vous sur l'espace. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, donc, nous partons vers la Lune à la découverte d'un programme qui est tout juste dévoilé par l'Agence spatiale européenne. Oui, aujourd'hui Delphine, on fait des visios depuis la Terre et peut-être que demain, on les fera en direct de la Lune. Pour ça, il faudra des services de télécommunication et c'est justement ce que va lancer l'Agence spatiale européenne. Elle lance le programme Moonlight, une constellation d'au moins 3 satellites en orbite autour de la Lune. Elle proposera des services de communication et de navigation. Pour lancer le projet, 2 consortiums industriels sont en concurrence. L'un mené par l'anglais Surrey Satellite Technology, SSTL, et l'autre par l'italien Telespazio. Charge à eux de concevoir des systèmes de communication et de navigation commerciaux pour accompagner bien le retour sur la Lune prévu dans les prochaines années. On peut citer le programme Artemis qui doit renvoyer les hommes sur la Lune et les femmes à partir de 2024. Et puis, il y a aussi la Lunar Gateway, cette station spatiale en orbite autour de la Lune en préparation. Alors, une constellation de satellites comme Moonlight, ça ne va pas servir réellement seulement qu'à faire des Skype et des visios. Ça permettra de délester les missions individuelles, comme l'envoi d'un rover sur la Lune, d'un système de communication, un gain de temps, de place et d'argent qui pourra peut-être accélérer la conquête de la Lune. Et pour en parler, Cécilia, vous nous avez réservé une surprise. On a la chance d'être connecté avec la personne qui a porté ce projet Moonlight. Elle s'appelle Élodie Viau. Oui, tout à fait. C'est une ingénieure de formation à la tête de la branche télécom de l'Agence spatiale européenne depuis septembre. Et il faut encore le préciser, la seule femme à siéger aujourd'hui au COMEX de l'ESA. Elle pilote aujourd'hui, vous l'avez dit, l'opération Connexion de la Lune à la Terre et elle est avec nous. Et aujourd'hui, donc, nous sommes 4 femmes pour en parler. Bonjour Élodie Viau. Bonjour à vous. Merci de m'accueillir. Bonjour Élodie. Alors, combien de temps va durer cette première phase des consortiums et quelles vont être les prochaines étapes ? Alors, c'est un peu plus d'1 an, donc 17 mois pour être exact, que ces consortiums vont travailler sur ces activités de définition. Vraiment mettre le système en place, le confirmer. Vous avez dit, on envisage un système de 3 satellites pour pouvoir fournir des services de télécommunication et de navigation. Donc, ils vont travailler aussi avec les équipes de l'Agence spatiale européenne. À la fois, donc là, on a mis 3 directorats ensemble, le directorat des télécommunications, de la navigation et aussi de l'exploration. Et donc, on va travailler avec eux pour arriver à une proposition finale d'ici 1 an. Et en parallèle de ça, il y a déjà un premier Lunar Pathfinder, donc un des risques activity, qui va permettre d'ici dès 2024 de faire des tests réels à proximité de la Lune. Encore une fois, menés par un consortium. Et donc, du coup, ça va nous permettre de progressivement être présents et arriver avec des solutions dès 2024 quand on retournera sur la Lune avec des missions robotiques, puis des missions avec des astronautes, comme vous avez dit, des hommes et des femmes. Et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour en parler. 4 femmes sur ce plateau, c'est merveilleux. C'est vrai qu'il faut le saluer. Alors concrètement, quand est-ce que le programme en entier, s'il arrive à être exécuté, mais on n'en doute pas, sera opérationnel, complètement opérationnel ? Alors,
complètement opérationnel. Donc, on aura déjà une première communication, je dirais 2024 pour ce Lunar Pathfinder, et complètement opérationnel pour Moonlight. Il faut attendre 2025 à 2027. Pour l'instant, on veut laisser l'ambition, parce qu'on veut que ces consortiums viennent avec des projets ambitieux pour répondre à ces attentes. Et en parallèle de ça, ce qu'il faut dire, c'est qu'on va lancer au 1er juin un call pour les utilisateurs, donc pour développer les services en même temps. Parce que comme vous l'avez précisé, c'est pour établir un lien entre la Terre et la Lune, mais c'est aussi pour que sur la Lune, il y ait un développement d'activités et de possibilités d'applications. Et donc, on va, en parallèle de Moonlight, développer les applications. Et j'invite tout le monde à aller sur notre site Internet pour pouvoir s'inscrire à ce premier temps de travail le 1er juin. Oui. Alors, l'ESA ne sera pas la seule à proposer, en tout cas pour l'instant, c'est le cas, mais un système de télécommunication. La NESA aussi étudie un concept identique, le LunarNet. Comment vont coexister toutes ces solutions? Est-ce qu'il y aura interopérabilité? Alors, tout à fait. Nous travaillons main dans la main avec la NASA. Donc, nous échangeons dès maintenant avec eux en collaboration pour que ces systèmes soient de plus en plus interopérables. Et donc, nous développons aussi certains standards pour pouvoir arriver à cette interopérabilité. Donc, technologiquement et aussi programmatiquement, on met en place les cadres d'échange entre l'ESA et la NASA, et nous sommes ouverts aussi à travailler avec les autres agences spatiales internationales. Alors justement, moi j'avais une question sur la technologie. On sait bien que l'espace, c'est plutôt un terrain hostile. Quels sont les principaux défis techniques là, qui se posent à vous au moment de la fabrication de ces satellites ? Alors, des défis technologiques sur les fréquences. Donc, il y a certaines fréquences qui vont être discutées pour pouvoir être réservées pour certaines applications. Des défis technologiques aussi d'environnement, de radiation. Donc, on comprend de mieux en mieux ces environnements grâce aux tests qui sont faits dans la station internationale. Donc, il y a des expériences qui sont menées dans la station internationale qui nous permettent de comprendre mieux les environnements radiatifs et comment protéger par rapport à ces environnements radiatifs. Et puis, des enjeux technologiques, je dirais, plus globaux, de faire des systèmes intégrés, qui soient des systèmes de télécommunication et de navigation intégrés avec les services développés en parallèle. Alors, en conclusion, parce qu'il nous reste vraiment quelques secondes, est-ce que vous pouvez nous résumer l'objectif de l'ESA? Quelle position elle veut prendre finalement dans l'espace autour de cette conquête autour de la Lune en tant qu'institution? Vraiment, en 2 phrases, maximum. Alors, en 2 phrases, je pense qu'on veut vraiment positionner l'Europe dans une dynamique d'être à l'avant, de connecter cette Lune, de développer ça dans un aspect commercial d'économie lunaire. Merci beaucoup, Élodie Viau. Je rappelle que vous êtes directrice des télécommunications et applications pratiques à l'ESA. Carte Borlogan, je n'ai pas le temps de vous faire réagir, mais ce sujet européen de l'espace, je sais aussi que vous le suivez de près. Merci beaucoup à Cécilia Sévry pour cette interview. Et puis, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Il y a le Lab Startup avant qu'on se quitte à suivre. On se retrouve dès lundi, évidemment, pour de nouvelles discussions sur la tech.